ceux qui arrivent là sur le marché du travail, ils étaient quand même au lycée pendant le confinement. Donc en fait, ils ont appris le télétravail hyper tôt. Ils ont quand même passé leur bac en étant confinés, faut pas oublier. Ils savent qu'on peut travailler dans plein de configurations différentes. Et donc aujourd'hui, le conseil, c'est aussi aider les entreprises à choisir les meilleures solutions, à suivre aussi les accélérations technologiques. Je pense qu'on a la chance en France d'avoir de très bonnes formations. On nous envie nos écoles d'ingénieurs un peu partout dans le monde, mais qui postulent chez nous et qui n'ont pas fait une école de commerce ou une école d'ingénieur, à partir du moment où ils ont fait une formation qui est comparable dans les contenus ou qu'ils ont une expérience professionnelle dans le domaine du conseil, on les accueille avec plaisir également. On a une coloration très importante sur la data, l'intelligence artificielle. Oui, ok. On s'est renforcé d'ailleurs dans ce domaine. On a racheté l'année dernière 2 entreprises qui sont Micropole et Coexia, qui sont des spécialistes de la data. On a nous a rejoint en fait il y a un peu plus d'1 an un ancien partenaire de McKinsey qui s'appelle François Soubien et qui nous a rejoint pour dimensionner le groupe justement, préparer la suite de la croissance. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Parlons Marque Employeur, le podcast qui décrypte ensemble les stratégies de recrutement et RH de manière globale des entreprises françaises à destination des jeunes talents. Aujourd'hui, j'ai la chance du coup de recevoir donc Florence Réal. Florence Réal, ou un nom composé, je crois, ou Florence Réal. Florence Réal, c'est voilà, très bien. Donc, bienvenue, qui est donc directrice du recrutement chez Talent. Talent, on reviendra, qui est un cabinet de conseil tout à fait singulier, voilà, qui existe depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Exactement, ça, plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on revienne ensemble sur le cabinet, sur qu'est-ce que vous faites concrètement en matière de recrutement, comment on gère en fait une politique RH de recrutement d'un si grand cabinet aujourd'hui en France, comment on garde une culture d'entreprise aussi qui est proche de ses salariés, comment on attire des candidats et aussi comment on les garde. Parce que les attirer, c'est bien, les garder, c'est encore mieux, je suppose. Voilà, et puis voir tout ça, et puis voir aussi les avantages pour des étudiants ou des jeunes diplômés à rejoindre votre organisation. C'est tout plein de sujets dont j'aimerais parler. Et on terminera aussi très certainement sur l'évolution des pratiques de recrutement depuis le début de ta carrière. Donc tu m'as dit que ça faisait 25 à 30 ans, c'est ça que tu étais C'est ça, 28 ans exactement, 28 ans. J'évolue dans le secteur du recrutement. Voilà, donc 28 ans, donc je suppose que tu as plein de choses passionnantes à nous dire à ce sujet, et c'est tout l'enjeu de ces petites heures qu'on va passer ensemble. Florence, je te laisse la parole, je te laisse nous dire un petit peu en quelques mots qui tu es, d'où tu viens, dans quel contexte tu as pu grandir, et voilà, quelles études tu as pu faire par exemple aussi après le bac. Très bien, et merci beaucoup Benjamin pour cette invitation. Donc, je suis Florence Réal, je suis directrice du recrutement au sein d'un groupe de conseil et d'expertise technologique qui s'appelle Talent, comme tu le disais, qui est un groupe d'un peu plus de 7000 collaborateurs présents dans une grosse vingtaine de pays et qui existe effectivement depuis 2002. Donc pour parler un petit peu plus de ma carrière, donc effectivement moi j'ai commencé il y a très longtemps dans le métier, donc j'ai fait une école de commerce qui maintenant s'appelle Kedge. Ok. Et donc à Marseille, c'est ça? Donc à Marseille, exactement. Qui était Euromède, c'est ça? Qui était Euromède. Qui était le CESEM. Qui était le CESEM, qui était le programme international de Remède et donc maintenant de Kedge, qui existe toujours d'ailleurs. C'est d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai la fille d'un de mes copains de promo qui fait ce programme aujourd'hui. Donc voilà, ce programme existe toujours. Il a la particularité d'être international, c'est-à-dire qu'on a fait 2 ans de nos études à l'étranger. Moi, j'ai eu la chance de commencer mes études par 2 ans à Londres et donc ensuite la France. Et au sortir de cette école de commerce, j'avais comme tout le monde à l'époque envie de faire du marketing et j'ai été recrutée dans une agence de communication parce que c'était plus particulièrement la publicité qui m'intéressait. On est en 95, on 96, est en c'est 96. ça 96. On est en 96. C'était la mode, le marketing. C'était la mode, on faisait tous soit du marketing, soit de la finance. Les RH étaient très très peu plébiscités. On avait d'abord très peu de cours. Moi, j'en avais un peu fait en Angleterre, mais j'avais très très peu de copains et de copines de promo qui choisissaient les RH. Ils étaient quelques-uns, alors qu'on était plus de la moitié de la promo à faire marketing. Donc en 96, le marché était pas bon du tout pour les jeunes diplômés, un petit peu comme en ce moment. Et donc j'ai été recrutée dans une agence de communication. J'étais déjà très contente d'avoir pu
être recruté en agence, avec la particularité d'être spécialisé dans les ressources humaines et notamment dans le recrutement. Et c'est comme ça que j'ai découvert le recrutement. J'avais aucune idée qu'on pouvait faire et qu'on devait faire de la communication pour recruter. Ouais. Et à l'époque, parce que je suis un dinosaure, on recrutait avec des offres d'emploi qui paraissaient dans les journaux et dans les magazines. Il n'y avait pas Internet. Internet existait, mais n'était pas démocratisé comme aujourd'hui. Et j'ai la chance, parce que je pense vraiment que c'est une chance, d'avoir connu toutes les évolutions possibles de ce marché du recrutement en un peu plus de 25 ans, à commencer par une approche très maintenant traditionnelle qui était passer des offres d'emploi dans la presse. Donc c'était celui qui passait les plus grandes annonces, donc qui payait le plus cher possible et les plus belles aussi. Il y avait un vrai travail graphique de création sur les annonces. Assez rapidement, moi, l'agence dans laquelle j'ai été recrutée a été rachetée par un groupe américain qui s'appelait TMP Worldwide et qui avait racheté un site aux États-Unis qui s'appelait Monster Worldwide. D'accord. Et j'ai eu la chance de suivre le lancement de Monster en France et d'être au cœur du réacteur en ce qui concerne l'avènement, on va dire, des job boards dans le marché du recrutement. Ça a considérablement modifié les pratiques de recrutement des entreprises. Et puis, voilà, j'ai travaillé en agence pendant 13 ans et au gré des différentes crises économiques, j'ai travaillé soit plus sur effectivement des problématiques de recrutement quand les marchés allaient très bien et qu'on s'arrachait les candidats, donc beaucoup plus de la marque employeur, des stratégies de sourcing, des dispositifs aussi de recrutement. À l'époque, on faisait des call centers pour permettre aux candidats de contacter directement les entreprises par téléphone. Et puis, au moment moins faste, on travaillait plutôt sur des projets de communication interne, des journaux internes, des programmes de formation également. Donc, j'ai vraiment découvert le recrutement et les ressources humaines par l'intérieur. C'est-à-dire que mes clients, c'était des directions des ressources humaines, des directeurs du recrutement. Et donc, j'ai travaillé comme ça pendant 13 ans. J'ai eu la chance de travailler avec des grands comptes. Donc, j'ai vu quasiment toutes les configurations possibles et imaginables. Un peu tous les secteurs d'activité, industriel, grande conso, luxe, informatique, dans les années 2000, au moment du bug de l'an 2000 et du passage à l'euro, où on avait des entreprises comme IBM qui s'arrachaient des profils SAP, par exemple. Donc, j'ai connu toute cette phase-là. Et puis, au bout de 13 ans, j'ai eu envie de voir un petit peu ce qui se passait après, parce que j'avais une petite frustration de lancer des projets et puis ensuite de pas tellement voir ce que ça devenait dans l'entreprise. Et j'ai été recrutée chez Accenture. Donc, chez un annonceur, finalement, qui pouvait être un partenaire, en fait. Exactement. Alors, Accenture n'était pas mon client. C'était pas un client de l'agence, d'ailleurs. Mais c'était, et c'est toujours, un grand nom du conseil avec une certaine audace, justement, dans les projets de recrutement, les projets de marque employeur, notamment, très innovants, qui mettaient beaucoup de moyens, justement, sur ces aspects-là. Quand il y avait une initiative que personne n'avait faite, très souvent, c'était Accenture qui l'avait fait. Il y avait un enjeu de marque qui était intéressant aussi, parce que Accenture, auparavant, c'était Andersen Consulting. Il y avait un changement de marque à un moment donné. Et donc, on avait vécu ça aussi, nous, de l'extérieur, bien sûr, mais au niveau des agences. Là, je pourrais on est vers quoi, 2009-2010 peut-être? On est en 2010. 2010, d'accord, exactement. Okay, très bien. Et donc, j'ai rejoint Accenture en 2010 pour être responsable du marketing recrutement et des relations écoles. Et ça m'intéressait parce que pour le coup, c'est quelque chose en agence qu'on ne touchait pas tellement. Et j'ai vraiment... alors moi, j'étais proche du système éducatif parce que j'avais fait une école de commerce, que j'avais beaucoup de mes amis qui avaient fait une école d'ingénieur, une prépa, etc. Donc, c'était un monde que je connaissais bien et ça m'intéressait beaucoup. Ouais. Et là, pour le coup, je ne sais pas t'expliquer pourquoi, mais moi, j'ai toujours été intéressée par l'orientation, l'éducation, comment on apprend. On a ça en commun, alors. Donc, voilà. Donc, et donc, pendant 5 ans chez Accenture, j'ai eu ce poste dans un environnement très global où je m'éclatais parce que moi, j'avais un profil international. Donc, je travaillais en anglais. On échangeait beaucoup sur ces problématiques de marque employeur au sein du groupe. Et puis, au bout de 5 ans, pour évoluer, il a fallu à un moment donné que je me pose la question de faire le choix de continuer dans le marketing et la com, mais peut-être de prendre des sujets plus corporate, voire clients, parce que le marketing recrutement, même si moi ça me passionne, la marque employeur,
C'est souvent un peu le parent pauvre quand même dans les directions marketing. C'est pas forcément le sujet qui intéresse le plus les directions marketing. Et donc, il n'y avait pas forcément beaucoup de perspectives d'évolution. En revanche, un sujet dont j'étais certaine que je ne voulais pas me séparer, c'était le recrutement. Ouais. Et j'ai eu vraiment la chance. Mon patron de l'époque m'a vraiment fait confiance et m'a proposé le poste de directrice du recrutement qui s'était libéré parce que la personne qui tenait ce poste quittait Accenture. Moi, je connaissais bien l'organisation, ce qui était une qualité, parce qu'Accenture, c'est une galaxie énorme, compliquée. Donc déjà, quand on connaît bien l'organisation et qu'on a un bon réseau, déjà, ça aide beaucoup. Et puis, je connaissais bien les process de recrutement parce que j'étais vraiment complètement assise dans l'équipe recrutement. J'étais marketing com, mais quand même au recrutement. Donc voilà, encore pendant 6 ans, j'ai évolué pendant un poste de directrice de recrutement France, puis ensuite j'ai pris une région un petit peu plus large, avec des pays comme la Belgique, le Luxembourg, Maurice aussi pour la petite touche exotique. Francophonie en gros, c'est ça ? Oui, voilà, plutôt des pays francophones. Alors il y avait aussi les Pays-Bas, donc voilà, c'était quand même un peu plus anglophone, mais effectivement, la zone géographique à laquelle on appartenait en tout cas à ce moment-là, c'était Benelux et Maurice. Donc passionnant, parce que même si c'est des pays francophones, c'est quand même des cultures différentes. Donc d'un point de vue du recrutement, des process de recrutement et des messages d'employeurs, il y a quand même des particularités. Et puis, en 2022, juste après le Covid, comme beaucoup de gens, j'ai eu besoin de faire autre chose, de changer. Et j'ai rejoint donc le groupe Talent, qui à ce moment-là était vraiment en accélération de sa croissance et avait besoin d'un directeur de recrutement pour structurer l'équipe recrutement et puis préparer la suite, puisque l'histoire le montre, puisque aujourd'hui on est toujours en phase de croissance forte. L'ambition des fondateurs de Talent, c'était vraiment d'en faire un acteur majeur du conseil. Okay. Et donc aujourd'hui, chez Talent, je suis directrice du recrutement, j'encadre une équipe d'une 30aine de personnes sur l'intégralité du processus de recrutement, depuis la marque employeur jusqu'à la signature des contrats. Ok, c'est très complet, merci beaucoup. Il y a déjà une question que j'aimerais tout de suite aborder pour rentrer directement là-dedans. Le recrutement, ça a souvent été peut-être une fonction support, c'est-à-dire peut-être quelque chose de moins important dans les entreprises, et on a l'impression que maintenant ça devient de plus en plus un sujet brûlant, important, quitte à ce que d'ailleurs les directeurs, les DRH ou les directeurs de recrutement soient parfois intégrés au COMEX des entreprises. Ils ont aussi, donc du coup, c'est devenu vraiment une fonction stratégique. D'où ma question, pour toi, pourquoi justement est-ce que le recrutement, c'est un enjeu réellement stratégique pour une entreprise ? En quoi c'est vraiment important, impactant ? Alors, le recrutement, particulièrement dans les cabinets de conseil, c'est une fonction stratégique parce que dans un cabinet de conseil, on vend la matière grise de nos collaborateurs. De l'humain, c'est ça. Exactement. D'accord. Donc, si on ne recrute pas les bons, ou si on ne recrute pas au bon moment, on n'a pas ce qu'il faut pour satisfaire nos clients. Donc, le recrutement est stratégique pour une entreprise parce que, effectivement, c'est ce qui fait fonctionner l'entreprise, mais dans un cabinet de conseil, ça l'est encore plus. Tout à fait. D'ailleurs, très souvent dans les cabinets de conseil, et ça, c'est le cas chez Talent, on est très intégré aux entités business. Donc c'est vrai qu'initialement, le recrutement était vu comme une fonction RH. Aujourd'hui, on est beaucoup plus à la croisée des chemins. Effectivement, moi, j'ai siégé au COMEX France ces dernières années chez Talent. Chez Accenture, on a été assez rapidement rattaché également au fonctionnement opérationnel en fait, des équipes business. Et dans tous les cas, les recruteurs sont jamais loin de toute façon de leurs clients internes parce qu'il y a une compréhension très fine du business. Et là, ça pour le coup, je pense que c'est vrai pour tous les secteurs. Donc il y a une compréhension fine du business qui est nécessaire pour bien comprendre quels sont les postes pour lesquels on recrute et qui on veut aller chercher. Okay. Et dans un cabinet de conseil, la difficulté, et là je pense particulièrement aux jeunes, c'est de faire comprendre justement aux jeunes ce que c'est qu'être consultant. C'est
très abstrait et c'est pas forcément évident pour un jeune qui fait des études ou qui sort de l'école de se projeter parce que on ne voit pas un consultant dans sa vie de tous les jours, sauf si on en a dans son entourage, versus un pompier ou un boulanger. Moi, je prends souvent cet exemple-là. Donc, c'est moins palpable, peut-être, c'est moins tangible comme métier. Ouais. Et on se demande un petit peu ce que fait un consultant toute la journée. Bon, c'est pas facile à expliquer. Ouais. On peut pas le démontrer, on n'a pas des produits à montrer. Donc, c'est hyper important que les recruteurs soient assis à côté des fonctions business, des consultants, des managers. Tout à fait. En fait, c'est la transition parfaite avec ma prochaine question. Hein. Tout naturellement, donc comment toi, tu pourrais définir ce qu'est le conseil, ce que c'est d'être consultant, et peut-être plus spécifiquement aussi chez Talent. Donc nous présenter aussi vos activités de conseil chez Talent. Le conseil, c'est très large, n'est-ce pas ? Oui, alors le conseil, c'est très large. On peut être consultant dans des métiers divers et variés. Je pense que le point commun, c'est de se dire qu'un consultant, il est là pour aider une entreprise à se transformer, quel que soit le sujet. Et il fait réfléchir en fait un client, que ce soit un dirigeant, que ce soit une direction métier, je ne sais pas, une direction marketing, une direction financière, ou que ce soit des utilisateurs au sein d'une solution informatique, par exemple, dans un service donné. Donc, le consultant va aider son client à réfléchir à sa problématique et surtout à mieux s'organiser. Donc, c'est quelqu'un d'extérieur qui va observer comment une entreprise ou un service fonctionne et qui va aider ce service, par exemple, à se réorganiser, à changer peut-être sa manière de travailler pour être plus efficace, plus performant, plus innovant, plus rentable. Enfin voilà, c'est vraiment... toutes les configurations sont possibles. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, une description un peu générique du métier de consultant. Après, ça peut prendre plein de formes possibles. On peut être consultant en stratégie, très en amont justement, et à conseiller plutôt les directions générales. On peut faire ce qu'on appelle du conseil en management et organisation ou du conseil en technologie. Donc là, on va accompagner des équipes effectivement dans une transformation de données. Et puis, on peut aussi faire du conseil très technique. Et la technologie, là encore, ça peut paraître évident pour des jeunes qui arrivent aujourd'hui dans les entreprises, mais encore une fois, moi, quand j'ai commencé à travailler, alors bien sûr que les entreprises étaient déjà très informatisées, mais il y avait énormément de processus qui étaient très manuels. On n'avait pas tous un email professionnel. Enfin voilà, en 25 ans, les pratiques dans les entreprises ont quand même énormément évolué. Aujourd'hui, on a des solutions technologiques pour tous les processus financiers, les processus marketing, les processus commerciaux, les processus RH, les processus logistiques. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques décennies. Et donc aujourd'hui, le conseil, c'est aussi aider les entreprises à choisir les meilleures solutions, à suivre aussi les accélérations technologiques. On a tous aujourd'hui un smartphone dans notre poche, mais ça c'est pareil, ça n'existait pas avant. Donc il y a des usages qui sont différents pour les consommateurs. Et une entreprise qui vend, je ne sais pas, des produits cosmétiques par exemple, aujourd'hui les consommateurs se renseignent et achètent différemment d'il y a ne serait-ce que 3-4 ans. Donc c'est aussi aider les entreprises à anticiper ces transformations et à prendre un petit peu de recul pour pas justement rester toujours dans sa routine et peut-être se faire un peu dépasser par la concurrence. Donc un consultant, c'est un métier qui, je pense, est passionnant parce que ça permet vraiment de travailler dans des secteurs d'activité très divers et variés ou dans le secteur qu'on plébiscite. C'est vraiment ça qui est formidable. Moi, c'est souvent ce que j'explique aux jeunes, c'est que si tu ne sais pas ce que tu veux faire exactement, le conseil va te permettre de tester plusieurs secteurs. Oui. Et si tu es sûr que tu veux travailler dans un secteur, par exemple l'énergie, tu peux le faire aussi parce que à un moment donné, un consultant va de toute façon se spécialiser parce qu'il va avoir acquis une compréhension d'un écosystème sur un secteur donné et que ça va ajouter à son expertise. C'est ce qui va lui donner aussi de la valeur vis-à-vis du client. Et puis ensuite partir chez le client, un client qui travaille avec un consultant qui voit qu'il est bon
forcément, ils donnent peut-être envie de les recruter aussi. Alors, c'est une avec évolution lui. Ouais, possible. tout à fait. Nous, on essaie de les garder, les autres. Évidemment. Mais il y en a quand même Bien souvent sûr. qui partent chez les clients. Les clients, d'ailleurs, Ce qui peut se adorent comprendre. Ouais. recruter des consultants avec qui ils ont travaillé parce qu'ils les ont vus évoluer, ils ont pu effectivement se rendre compte. Alors, chez Talent, donc on est un cabinet de 7000 personnes aujourd'hui. On intervient sur on sait intervenir sur l'intégralité du processus de transformation d'une entreprise, de la stratégie jusqu'à la mise en œuvre des projets technologiques. Et on se définit vraiment comme un acteur majeur multispécialiste. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on ne prétend pas être capable de travailler sur toutes les problématiques. En revanche, il y a des sujets de prédilection sur lesquels vraiment on va savoir accompagner les clients de manière très fine. Et notamment, on a une coloration très importante sur la data, l'intelligence artificielle. Oui, okay. On s'est renforcé d'ailleurs dans ce domaine. On a racheté l'année dernière 2 entreprises qui sont Micropole et Coexia, qui sont des spécialistes de la data. Et voilà. Donc, on sait intervenir sur l'ensemble du processus. On est particulièrement efficient, j'ai envie de dire, dans le domaine de la data et de l'intelligence artificielle. Vous avez aussi racheté Nova Consulting, n'est-ce pas, de virage sans stratégie, du coup, finalement. Absolument. D'accord. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment une évolution clé dans notre croissance. On était reconnu chez Talent comme un acteur qui compte sur le conseil technologique. Oui. On faisait aussi du conseil en management et organisation, mais on n'était pas du tout sur la partie stratégie. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la technologie... Enfin, les enjeux technologiques et l'accélération technologique les problématiques remontent directement au niveau des directions générales et qu'on n'avait pas forcément cet angle-là. Donc, on a nous a rejoint en fait il y a un peu plus d'1 an un ancien partenaire de McKinsey qui s'appelle François Soubien et qui nous a rejoint pour dimensionner le groupe justement, préparer la suite de la croissance et donc développer effectivement cette phase amont sur le conseil en stratégie. Et le rachat de Nova Consulting fait partie de cette stratégie de croissance et de développement sur l'aspect stratégique. Ce qui est intéressant avec Nova, c'est que c'était une petite boutique de stratégie, alors très très connue sur le marché du conseil en strat. 10-15 millions de chiffre d'affaires peut-être Alors honnêtement, j'ai pas les chiffres en tête, donc je m'y aventurerai pas. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'ils sont sur des secteurs d'activité qui sont très complémentaires des nôtres. Nous, chez Talent, on est très implantés dans le domaine de l'énergie, de la finance, les banques, l'assurance, des transports aussi, notamment le transport ferroviaire. Eux, ils sont dans des secteurs... le secteur culturel, du tourisme, dans le sport. Donc, connu pour le sport. Exactement. Ils sont très orientés aussi sur les stratégies de marque. Donc, c'était très complémentaire. Et c'est aussi des secteurs qui sont... en général, qui plaisent assez aux jeunes diplômés. Donc, c'est aussi un moyen pour nous d'attirer des jeunes en disant, voilà, vous pouvez démarrer chez Nova Consulting sur ces secteurs-là et sur d'autres, parce que chez Talent, on est aussi sur d'autres secteurs. Et puis ensuite, vous rentrez chez Talent, dans le groupe Talent, et le champ des possibles est ouvert. Tout à fait intéressant. Moi, je vais essayer de me recentrer sur des thématiques plutôt RH et notamment recrutement, parce que sinon, on pourrait parler des heures de tout ça. Concrètement, quel type de profil vous recherchez, vous, actuellement, chez Talent ? Voilà, quels sont les profils, j'ai envie de dire type, même si on répondra qu'il n'y a pas de profil type, mais voilà, quelles sont vraiment les qualités, les types de profils que vous aimez compter parmi vous ? Alors, chez Talent, on recrute un petit peu pour toutes les phases, on va dire, de la transformation des entreprises, donc des consultants en stratégie, des gens qui auraient déjà fait du conseil en stratégie ou qui ont fait des stages dans des cabinets de conseil en strat, des consultants en management et organisation. Alors, on a plutôt des besoins dans le secteur, je le disais, de l'énergie, du transport, mais aussi finance et assurance, enfin banque et assurance. Le conseil en technologie, on est très bon notamment pour faire ce qu'on appelle le trait d'union entre les équipes métiers chez nos clients et puis les équipes technologiques. Oui, qui ne se comprennent pas tout le temps. C'est pas toujours simple de se comprendre. On a souvent des équipes techniques qui sont très très expertes
et des experts métiers qui sont très bons aussi dans leur métier, mais effectivement, très souvent, il y a lien, besoin d'une traduction entre les deux. Notamment sur la data, hein, c'est quand on. Voilà, Notamment les sur la projets de data. notamment, Oh oui, notamment sur la data, mais ouais. aussi tout ce qu'on appelle le digital workplace, c'est-à-dire, là, avec notamment le Covid a accéléré les choses, mais toute le fait le développement du travail à distance, notamment, le fait de travailler beaucoup plus en mode collaboratif, et tout ça qui est vraiment hyper facilité par la technologie. Donc ça, c'est vraiment des opportunités aussi pour nous, chez Talent, d'accompagner nos clients et de les aider à bien se transformer sur ces aspects-là. On recrute beaucoup, effectivement, d'experts de la data. Alors là, je vais rentrer dans les trucs hyper techniques. Mais, c'est là que moi, je vais décrocher. La data, alors on peut avoir besoin de data scientists, data engineers, qui vont vraiment travailler sur les données en tant que telles. Mais il faut savoir qu'il y a tout un spectre de solutions aussi technologiques qui permettent de mieux analyser les datas. Donc, on va parler de data visualisation avec des outils, par exemple, comme Power BI. On va parler de performance financière. Comment est-ce qu'on fait pour maximiser, justement, ou optimiser l'analyse des chiffres dans une entreprise. Donc, ça va être des solutions hyper niches comme Anaplan ou là, plus récemment, une solution comme Pigment, par exemple. Donc là, voilà, des experts pigments, si on arrive, on en a, mais on en recrute. Donc là, c'est-à-dire que ce sont les logiciels que vos consultants implémentent, aident à implémenter chez les clients. Chez les clients, tout à fait, d'accord. Complètement. On fait aussi de la data gouvernance, on recrute aussi dans ce domaine-là. Alors, on fait plutôt du conseil, hein. On fait aussi de l'implémentation technologique en data gouvernance, mais on est notamment très bon sur la partie amont en conseil. Et puis, on a une activité également qui est peut-être un petit peu plus historique dans le conseil, mais qui est clé pour les entreprises. C'est tout ce qu'on appelle les ERP, SAP, Oracle notamment, mais également les solutions, par exemple, de CRM, comme Microsoft Dynamics, par exemple, ou Salesforce, qui est peut-être un petit peu plus connu du grand public. Mais donc, on va également recruter des consultants dans ce domaine-là qui vont accompagner les clients justement sur ces solutions qui font vraiment fonctionner les entreprises aujourd'hui. Et puis, on va jusqu'à l'implémentation de solutions parfois plus customisées. Donc, on fait aussi du développement informatique, donc on recrute aussi des développeurs. Et on a en ce moment des opportunités pour des postes à responsabilité en tant que tech lead ou architecte de solutions en open source, en Java par exemple, ou en .NET, ou bien évidemment dans le cloud, puisque c'est quand même un des gros enjeux en ce moment dans le cloud, et dans le domaine de la cybersécurité, puisque qui dit cloud dit en général problématique de cybersécurité. C'est très à la mode aussi en domaine d'activité, tout à fait. Voilà. Répartition à peu près, c'est-à-dire si on devait schématiser à peu près des profils plutôt ingé, des profils plutôt business, commerce, école de co, etc. Ce serait quelle répartition ? Alors, on recrute quand même majoritairement plutôt des gens qui ont fait une école d'ingénieur. Mais quand il n'y a pas une nécessité d'expertise technique à proprement parler, on recrute aussi des écoles de commerce ou des équivalents universitaires, d'ailleurs. Mais donc, plutôt sur le conseil en management et le conseil en strat, on va être sur de l'école de commerce. Pour tout ce qui va toucher à la data, aux solutions informatiques, on va être plutôt sur de l'école d'ingénieur. École d'ingénieur, soit généraliste qui a envie de faire du conseil, ou école d'informatique, pour le coup, notamment des gens qui vont aimer coder. Elles ont aussi toute leur place chez nous. Sachant que sur la data, très souvent, c'est des profils qui sont hybrides. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont spécialisés dans la data, mais qui ont un bagage technique assez costaud, parce que même si on leur demande pas de programmer toute la journée, il faut qu'ils soient capables d'intervenir à un moment donné. C'est précieux, c'est précieux, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment les profils les plus plébiscités. Et on recrute à Paris, mais également en région. Parce que la particularité de Talent, c'est qu'on est également présent dans les grandes villes de France. Donc on est présent à Lyon, à Aix, à Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes et Lille. D'accord. Plutôt, quelle ville n'êtes-vous pas présente ? Dans quelle ville êtes-vous présente ? Des villes un petit peu moins importantes. On n'est pas tellement on n'est pas dans l'est de la France, par exemple. Mais sinon, effectivement, on couvre à peu près tout le territoire. Tu m'avais dit dans un échange qu'on avait eu précédemment que vous recrutiez grosso modo le top 10 des écoles d'ingénieurs, top 10 des écoles de commerce. C'est un petit peu ce qu'on appelle ça le phénomène des écoles cibles. Est-ce que vous en avez de manière
précises, très précises, plus ou moins précises. Et pourquoi, selon toi, est-ce qu'il faut passer par ce filtre en fait des écoles pour recruter? J'aime beaucoup poser cette question aux personnes qui gèrent les recrutements parce que c'est peut-être le top 3 des sujets quand on est étudiant, hein, de savoir est-ce que mon école est target, pas target, etc. Voilà, comment vous abordez la chose en interne chez Talent? Alors nous, on a une liste d'écoles qu'on peut appeler écoles cibles, mais on appelle plutôt des écoles partenaires. Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Talent est un peu plus connu aujourd'hui, et on parlera peut-être après de Comment vous pourquoi. faites? Mais il y a quelques années, on avait un vrai déficit de notoriété. Moi, quand j'ai rejoint Talent il y a 4 ans, je suis partie d'Accenture. Bon, j'ai pas honte de dire que je connaissais pas Talent. Enfin, le nom Oui. me disait quelque chose. En plus, avec l'orthographe, Talent avec un A, Ouais, Talent, on le tu voit vois. une fois en général, on s'en Ça, c'est souvient. pas ça, ouais. Mais je savais pas forcément mettre vraiment quelque chose derrière. Et honnêtement, quand j'ai dit chez Accenture que je partais chez Talent, il y avait très peu de gens qui connaissaient. Donc, un vrai déficit de notoriété. Donc, quand je suis arrivée chez Talent, il y avait déjà une stratégie de partenariat avec certaines écoles, mais qui était vraiment sur quelques écoles uniquement. Donc, c'était un peu le démarrage que j'ai beaucoup développé parce que, justement, dans une optique de nous faire connaître. Et c'est vrai que les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce sont hyper structurées pour accueillir les entreprises. Elles sont très en demande aussi de témoignages. C'est très professionnalisant Oui. comme formation. Donc, C'est ce qu'elles vendent aussi, hein, tout à fait. absolument. Ouais. Donc, de travailler avec ces écoles, c'est vraiment un moyen aussi de se faire connaître. Ça ne veut pas dire qu'on ne recrute pas des gens qui ont fait un IAE ou une formation universitaire, etc. Mais en tout cas, on avait besoin de se faire connaître et on est allé effectivement en priorité dans ces écoles-là. Souvent, c'est des étudiants aussi qui connaissent quand même le conseil. En tout cas, il y a une partie des étudiants qui déjà... Certains savent déjà qu'ils veulent en faire parce qu'ils l'ont découvert pendant leurs études, justement parce qu'ils ont rencontré des cabinets de conseil. Donc, ils se projettent déjà. Là où on part de beaucoup plus loin parfois pour des jeunes qui n'en ont jamais entendu parler. Tout à fait. Et c'est important pour nous, effectivement, de recruter des gens qui sont motivés par le conseil et qui se projettent et qui ont envie. Voilà. Après, on a une liste, effectivement, d'écoles très, très large. On n'est pas dans le top 10 particulièrement. Oui, on veut se faire connaître plus dans les écoles de haut de tableau parce qu'on ne l'était pas. Et qu'on a besoin de tout, que c'est important pour nos clients aussi. C'est aussi un signe d'excellence aussi. Exactement, suppose, on a quand même la chance en France, et moi j'ai pas du tout honte de dire qu'on est effectivement intéressé par ces formations d'excellence, parce que je pense qu'on a la chance en France d'avoir de très bonnes formations. On nous envie nos écoles d'ingénieurs un peu partout dans le monde. Ça, il faut en être fier. Ce sont d'excellentes formations parce qu'effectivement, ça forme des jeunes à raisonner, à acquérir des méthodologies, à faire également beaucoup de professionnalisation, hein, des stages obligatoires à l'étranger aussi. Donc, c'est très complet. Donc, c'est sûr que les jeunes qui sortent de ces écoles, on achète déjà, entre guillemets, une première sélection en fait, de ces jeunes et puis surtout une formation. Voilà. Après, bien évidemment que les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, hein, mais qui postulent chez nous et qui n'ont pas fait une école de commerce ou une école d'ingénieur, à partir du moment où ils ont fait une formation qui est comparable dans les contenus ou qu'ils ont une expérience professionnelle dans le domaine du conseil, on les accueille avec plaisir également. Hein. Je veux juste faire tomber le mythe. Voilà. Il y a de tout pour faire un monde, et particulièrement chez Talent, où on est vraiment très très ouvert sur la diversité. Félicitations pour ça. Bah, justement, qu'est-ce qui fait... Vous recevez un CV, même 2 CV, qu'est-ce qui va faire la différence l'un par rapport à l'autre? Voilà. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous regardez en priorité quand vous recevez un CV? Alors, ce qu'on va regarder d'abord, c'est le lien avec le conseil. Le lien avec le conseil. Alors, d'accord. Que ce soit dans la formation, donc dans le contenu de la formation, que ce soit des stages ou une expérience professionnelle, mais on va regarder le lien avec le conseil. C'est vrai qu'un étudiant qui a fait une formation très très éloignée, je ne sais pas... architecture par exemple. Ouais, voilà, par exemple, un très bon exemple. Architecture, bon, le lien n'est pas évident. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence en fait entre le CV et nos métiers. Que ça vous arrive parce que c'est quand même, toi-même tu l'as dit, le conseil c'est pas très connu. Donc ça arrive de recevoir des CV en conseil des gens qui ne sont pas du tout dans le domaine? Oui, il y a des gens qui ont fait par exemple des masters universitaires. Alors
souvent les masters, notamment les masters 2 à l'université, c'est sur un sujet très très précis. Oui, tout à Ça fait. peut être sur des problématiques où on se dit, mais est-ce qu'il y a vraiment des débouchés dans ce secteur-là? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on a fait un master sur un sujet bien précis qu'on on se destine forcément à travailler exactement sur cette problématique. Donc après, ça peut être des gens qui effectivement ont entendu parler talent, nous ont peut-être rencontrés sur un événement, ont vu quelque chose, une communication sur LinkedIn. On communique beaucoup sur LinkedIn. Donc oui, bien sûr. Et puis souvent, les candidats postulent aussi à un poste dans lequel ils se retrouvent. Donc là, on parle de consultant comme un poste très générique, mais si tu vas sur notre site carrière, tu vas te rendre compte qu'on a 200 ou 300 offres qui sont ouvertes avec des spécificités différentes. Donc, tel candidat peut être intéressé plutôt par le secteur, d'autres par une solution informatique qu'il aura abouti. Et puis, quelqu'un peut avoir fait Sciences Po et puis coder à ses heures perdues et être un pro de Java. Et pourquoi pas? Donc ça, il faut effectivement le mettre sur son CV quand c'est comme ça, quand on a un projet annexe, parce que même si la formation ne semble pas adéquate, on peut avoir des compétences qu'on a acquises dans un contexte hors académique. Donc le lien avec le conseil pour commencer. Ouais. Ok. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui sont importants pour vous sur un CV? Alors ça va être l'adéquation avec l'offre d'emploi, très souvent. Donc, alors nous, on recrute quand même beaucoup d'expérimentés. Ouais. On est un peu particulier effectivement dans le monde du conseil. Moi, je l'ai dit, je viens d'Accenture. Chez Accenture, on recrutait vraiment une majorité de juniors de sortie d'école. D'accord, ok. Chez Talent, c'est un peu différent. On recrute des juniors et notamment des stagiaires et des alternants qu'on recrute vraiment en canal de pré-embauche. L'objectif, c'est de pouvoir les garder à la fin de leur stage ou de leur alternance. Mais on a quand même une majorité de postes où on va recruter des gens qui sont expérimentés. Alors, ça peut être des gens très expérimentés, mais ça peut être des gens qui ont 2-3 ans d'expérience. Chez nous, consultants juniors, ça peut être 2-3 ans d'expérience, mais il faut déjà avoir un background, ok. Ouais, exactement. Ok, ça c'est clair. Justement, tu me parlais juste avant que vous aviez, à l'époque où tu étais arrivé, un déficit de notoriété, qui va mieux, je suppose. Sinon, c'est que tu auras mal fait ton travail, et je suppose que c'est pas le cas. Aujourd'hui, ça va mieux, apparemment. Vous êtes sur une pente ascendante en termes de notoriété. Comment vous avez fait concrètement? D'ailleurs, le cabinet est jeune, on a une vingtaine d'années, un peu plus 24-25 ans peut-être. Donc pour un cabinet qui est si jeune, comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître auprès des étudiants? Donc d'ailleurs, tu m'as parlé des rapprochements avec des écoles. Quel levier vous avez pu employer pour faire connaître un peu mieux la marque Talent dans l'esprit des jeunes talents, sans mauvais jeu de mots? Oui. Alors, il n'y a jamais une formule miracle. Oui. Ça, c'est souvent ce que je dis à mes clients, que ce soit mes clients internes ou bien que c'est mes clients quand j'étais en agence. C'est vraiment l'approche multicanal qui est importante. Et ensuite, le recrutement ou la marque employeur seule ne peut pas tout faire. Donc, c'est vraiment une stratégie d'entreprise. Tout à fait. Nous, on a été vraiment un bon exemple. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà plein de belles choses qui se faisaient. Mais j'ai vraiment développé effectivement cette approche multicanal, à savoir développer les relations écoles pour se faire connaître, accentuer la communication sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, faire de la communication aussi, ce qu'on appelle la programmatique, pour justement se rendre visible de candidats avec un profil un peu niche ou en tout cas spécialisé. Mais bon, ça ne suffisait pas. Parce qu'on ne peut pas tout faire avec des actions de communication employeur. Et on a été vraiment aidés en novembre 2024, donc il y a un peu plus d'1 an, Talent a procédé à un repositionnement de sa marque. D'accord. Il faut savoir que Talent, depuis, donc effectivement, tu l'as dit, un peu plus de 20 ans, on grossit par croissance organique, donc par recrutement, mais également beaucoup par croissance externe. Okay, on a une longue habitude des rachats d'entreprises. Rachat, acquisition. Voilà, petits ou gros. Petits au début et puis ces dernières années un peu plus gros. Et à chaque fois, on donne le temps à l'entreprise qu'on rachète pour se séparer de sa marque. C'est jamais simple quand on se fait racheter. Mais on avait de plus en plus en interne également d'anciens de telle ou telle entreprise. Et on avait de plus en plus de mal effectivement à se défaire des marques des uns et des autres, et c'était complètement illisible pour le marché.
Et donc, on a souhaité justement retravailler et repositionner la marque Talent pour que tous les collaborateurs, mais également les clients et les candidats, puissent avoir une compréhension beaucoup plus simple de qui on était. Donc ça, on l'a fait en novembre. On s'est posé en novembre 2024, pardon. On a gardé le nom Talent parce que ça, c'était vraiment important pour nous, pour les clients. En revanche, on a repensé effectivement, ou on a formalisé, on va dire plutôt, notre promesse et puis notre logo et notre environnement graphique. Et ça nous a permis de faire beaucoup de buzz parce qu'on a fait de la communication autour de ça. Peu de temps après, on a été donc rejoint effectivement par François Soubien qui a commencé à développer le conseiller en stratégie. Ça aussi, ça s'est su sur le marché. Et on a racheté, donc tu le disais, Nova Consulting, Micropole, Coexia. Donc on a fait parler de nous sur le marché. Tous ces éléments, la communication employeur, le repositionnement de la marque et ce qu'on appelle le rebranding chez Talent, le développement du conseil en strat et puis les acquisitions, fait que Talent a été beaucoup sur le devant de la scène et on fait beaucoup plus parler de nous. Donc on est un petit peu sorti du bois par rapport à ce qu'on faisait auparavant, où je pense qu'on était très humble. Oui. On était connus de nos clients sur la partie conseil en tech notamment, mais voilà, on est sorti de là. Pas assez de bruit, quoi. Ouais. Exactement. Pas assez de bruit, d'accord. Ok. Vos principaux enjeux, donc là par rapport à tout ce que tu es en train de me dire, là, si tu veux me citer 2 ou 3 enjeux qui sont vraiment réels et quotidiens chez vous sur cette dimension recrutement, quels seraient-ils ? Alors, nos enjeux en ce moment, c'est que le marché du conseil est encore un peu frileux. On a un contexte économique et géopolitique qui n'est pas hyper favorable. Et le conseil, en général, c'est le premier secteur qui est impacté. Alors, c'est le premier à repartir aussi. Qui est parfois non nécessaire, perçu comme non nécessaire dans pas mal d'entreprises. Oui, ou alors les entreprises se prennent moins de risques et mettent en arrêt un petit peu des projets de transformation en disant on va attendre de voir comment ça se passe. Moi, quand j'étais en agence, on scrutait les entreprises de conseil quand ça allait pas bien, parce que dès que les entreprises de conseil recommençaient à recruter, on savait que les autres marchés allaient reprendre. Donc, on est un peu à un baromètre, effectivement. Là, depuis 2 ans, après une sortie de Covid qui a été hyper florissante pour les cabinets de conseil, les entreprises sont un petit peu moins... investissent beaucoup moins. Donc, on a vécu 2 années pas simples, avec à la fois une hyper concurrence qui est encore plus importante qu'avant, j'ai envie de dire, sur notre marché, puisque moins de projets de la part de clients, donc on est plus finalement plus nombreux sur les appels d'offres. Une pénurie de compétences aussi, parce que les avancées, l'accélération technologique, et notamment avec la démocratisation des IA génératives, font qu'on recherche des gens qui sont expérimentés, mais de technologies qui existent depuis pas longtemps. Donc en fait, on va en parler juste après. Il y a des fois, on peut avoir des demandes un peu incroyables de j'ai besoin de quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Ah bah oui, la technologie n'existe pas depuis 10 ans. Bon, donc il y a aussi ça qui est difficile. Ouais. Et puis, donc, un marché aussi candidat qui est assez frileux. C'est vrai qu'au-delà des entreprises, aujourd'hui, changer de job, changer d'entreprise pour un candidat, c'est un risque parce que on voit bien qu'on a des annonces qui nous viennent d'un peu partout aujourd'hui qui peuvent être un peu anxiogènes. Et donc, c'est vrai que quand on est dans une entreprise, on se dit, je vais attendre un petit peu avant de partir. Donc, on a aussi cette frilosité des candidats qui ne sont pas forcément toujours prêts à sauter le pas et qui préfèrent attendre des jours meilleurs. Donc, on a des enjeux qui sont vraiment beaucoup plus liés au marché aujourd'hui, finalement, qu'à nous-mêmes. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'est aussi ce qui met du piment dans notre métier de recruteur. Si c'était hyper simple de recruter tout le monde, voilà, on n'aurait pas tellement de légitimité. Est-ce que tu peux me citer une pratique, peut-être recrutement / marque employeur, que vous avez mise en place et dont tu es particulièrement fier ? Alors, il y en a plein. Une pratique, alors bon, très récemment là, et je ne veux pas avoir l'air un peu tarte à la crème, mais c'est sûr que l'intelligence artificielle a beaucoup modifié nos pratiques, alors dans le bon sens. Aussi parce que c'est un peu ce qu'attend de nous le marché. Oui. On ne peut pas se dire qu'on fait comme si ChatGPT n'existait pas, ou Copilote. Donc, on a forcément réfléchi
à comment ça pouvait modifier effectivement notre manière de recruter dans le bon sens. Et on se l'est appliqué effectivement au niveau du recrutement. Donc ça, je suis assez fière de ça parce que on n'a pas cédé non plus à la facilité et se dire on met l'intelligence artificielle partout et on ne réfléchit pas. On l'a fait vraiment par petites touches. Par exemple, il y a des tâches dans un processus de recrutement qui peuvent être très chronophages, qui sont essentielles. Mais par exemple, la rédaction des annonces, rédiger une annonce, c'est clé. C'est le premier vecteur de communication pour quand on veut recruter quelqu'un. Si l'annonce elle est mal rédigée, on n'a pas les bons candidats. Oui, tu n'as pas aussi les mots-clés qui correspondent à la marque de l'entreprise, pas le bon wording aussi. C'est peut-être un danger finalement de faire rédiger ça par des IA. Alors, oui et non, c'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps de bien rédiger. Ouais. Et en plus, quand on est recruteur, on n'a pas forcément une patte rédactionnelle. Moi, j'ai fait de la com, donc j'en ai fait beaucoup. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Principal. Voilà. Donc, l'IA permet de gagner énormément de temps, c'est-à-dire de pré-rédiger en fait une offre, de faire gagner du temps. Rédiger une annonce, ça peut vite prendre 1 heure, 1 heure et demie, si on le fait correctement. Là, on le fait en 10 minutes et on repasse derrière. Ça, c'est quand même assez génial. Un autre exemple, ça va être par exemple de travailler sur des stratégies de chasse. Quand on commence par exemple à s'intéresser aux spécialistes de pigments, qui est un bon exemple, quand on ne connaît pas du tout pigments, qu'on ne sait pas qui sont les entreprises qui vont peut-être avoir des profils spécialisés dans ce domaine, l'IA nous fait gagner quand même beaucoup de temps. Donc ça va nous permettre de savoir qui on veut cibler, où est-ce qu'on va les chercher, comment on s'adresse à eux. On fait une étude de marché beaucoup plus rapide finalement. Et le troisième exemple qui a vraiment changé la vie des recruteurs, et c'est peut-être là où je vais répondre à ta question de quoi je suis le plus fière, même si ça va pas paraître incroyable comme ça, c'est que on a adopté Copilot chez Talent. On est partenaire de Microsoft et donc tous les recruteurs ont une licence Copilot. Et on a intégré dans notre outil de gestion de candidature la possibilité de proposer aux candidats un premier entretien qui se fait en général toujours en visio, donc l'entretien RH, d'enregistrer cet entretien avec leur consentement. On leur demande leur consentement spécifiquement, de l'enregistrer, ce qui permet aux recruteurs d'avoir les mains libres, de ne pas avoir à prendre de notes, puisqu'il sait que Copilot va retranscrire l'entretien, et ensuite d'utiliser la retranscription pour faire un compte-rendu beaucoup plus rapide. Et on le fait, on a pris notre temps, on a pris le temps de bien encadrer cette pratique, parce qu'il ne faut pas oublier que le recrutement, c'est des données personnelles, on s'intéresse à la vie des gens, on a parfois des informations confidentielles concernant les gens, et donc on ne fait pas n'importe quoi en ce qui concerne l'utilisation de ces données. D'ailleurs, dans l'IA Act, pour ceux qui s'intéressent et qui l'ont lu bien dans le détail, le recrutement est un sujet qui est particulièrement sensible, en tout cas qui fait partie des sujets les plus, on doit être le plus attentif justement du fait de cette utilisation des données personnelles. Donc on s'est fait accompagner d'une direction juridique d'une part pour s'assurer qu'on le faisait dans de bonnes conditions, pour rassurer aussi les candidats. C'est pour ça qu'on leur demande leur consentement précisément sur cet enregistrement. Et puis, on s'est aussi fait accompagner de notre DSI pour pouvoir garantir aux candidats qu'au bout de 30 jours, l'enregistrement sera effacé. Donc, on ne garde pas l'enregistrement. Et qu'est-ce qu'il gagne, le candidat, lui, peut-être de revoir l'entretien, ses points forts, ses points faibles, peut-être Alors, le candidat, il y gagne surtout un confort d'entretien, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un recruteur, la tête dans son PC, qui est en train de prendre des notes, il a un recruteur qui est disponible pour lui, qui est beaucoup plus détendu. Et ça, tous les recruteurs de mon équipe m'ont fait le même retour. Quel bonheur de retrouver une vraie relation avec le candidat et de ne pas s'inquiéter de est-ce que je vais oublier de noter telle ou telle chose. Donc, une grande qualité dans l'expérience recrutement. On parle pas mal d'IA depuis tout à l'heure. Je suppose que tu n'es pas sans savoir pris connaissance de la grosse actualité d'un de vos cabinets concurrents qui a licencié massivement. Voilà. Vous, quelle est votre approche par rapport à ça? Quelle est ton approche par rapport à ça? Est-ce que tu penses que l'IA va pouvoir venir remplacer des consultants? Est-ce que tu penses que l'IA va venir assister des consultants? Et voilà, selon toi, qu'est-ce que ça change maintenant, cette démocratisation de l'IA générative,
dans voilà, cette détection des talents, dans aussi les compétences qu'ils doivent avoir. Voilà, quel est un petit peu ton positionnement par rapport à ça? Alors, si on parle des consultants et non pas des Oui, recruteurs, des consultants. je pense que ça modifie le métier de consultant. Ouais. Il y a toute une partie du métier de consultant qui était effectivement de faire de la recherche, beaucoup d'informations, d'études de marché, etc. Là, je pense que les consultants vont gagner du temps sur ces aspects-là. Ouais. Donc oui, ça va le modifier. Je pense qu'aujourd'hui, un consultant ne peut plus faire son métier sans se servir de l'intelligence artificielle. Vous formez en interne, excuse-moi, vos consultants à tous ces enjeux-là aussi? Oui, tout à fait. Ouais. Alors nous, on a la chance chez Talent d'avoir un centre de recherche qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle, Ouais. qui est dirigé par un docteur en intelligence artificielle qui s'appelle Laurent Cervoni. Et on a une vingtaine de docteurs donc, qui ont un doctorat, alors soit dans des domaines informatiques, intelligence artificielle, data également, mais également ça peut être en sciences de gestion, sur des profils un peu plus variés. Il y a quand même un prisme fort sur l'IA, ce qui nous permet de travailler sur des projets de recherche, effectivement, pour les clients ou pour nous, pour améliorer nos pratiques. Mais ce qui permet aussi, justement, d'imprégner les consultants de toutes ces pratiques. Et quand ChatGPT s'est beaucoup démocratisé, on a eu la chance, et au recrutement, on a bénéficié également, d'avoir des sessions de sensibilisation aux IA génératives, à une bonne utilisation des IA génératives aussi, pour éviter par le aussi centre de recherche. des scandales aussi qu'on peut voir ici et là, de rapports qui auraient été générés avec de l'IA. Ouais, ça, c'est en termes d'image, c'est quand même moyen. Oui, exactement. Et quand il y a des avancées technologiques comme ça, c'est vrai qu'il y a toujours un engouement fort d'une partie de la population, ce qu'on appelle les early adopters. Oui. Mais du coup, c'est vrai que le risque, c'est qu'on fasse un peu n'importe quoi. Enfin, on peut faire le parallèle avec les réseaux sociaux. Quand Facebook est devenu aussi important, à l'époque, tout le monde prenait la parole à tort et à travers. Nous, dans les entreprises, on a dû l'encadrer. C'est-à-dire que prendre la parole au nom de son entreprise sur Facebook, ça se faisait pas comme ça. C'est pas son entreprise à soi, c'est son employeur. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un peu pareil. Ça doit s'encadrer. Vous faites ce que vous voulez quand vous organisez votre mariage ou vos vacances. Mais quand ça touche à votre entreprise, il faut avoir bien conscience de l'importance de la confidentialité des données. On ne fait pas n'importe quoi. Donc plutôt une opportunité, finalement, selon toi, pour les consultants, cette IA. Est-ce que vous attendez aussi de vos écoles partenaires de mieux former ces étudiants-là en IA? Est-ce que c'est... Je sais pas, dans vos échanges avec les écoles, peut-être cette nouvelle compétence à avoir? Oui, alors les écoles, elles ont réagi presque plus vite que les entreprises parce que elles ont tout de suite compris. Les jeunes, les jeunes ont été ceux qui se sont lancés qui se sont appropriés le plus rapidement. Pour les examens, ça aide. Exactement, il y avait un intérêt immédiat. Donc, les écoles, elles se sont appropriées très vite. Alors, sur des sujets comme comment est-ce qu'on fait pour que pendant les examens, il n'y ait pas une utilisation, ou que s'il y en a une, on sache le valoriser. Oui. Donc, moi, je trouve que les écoles ont pris le virage rapidement. D'ailleurs, on voit dans les spécialités, les majeurs, les écoles ont fait évoluer vraiment vite leur programme. Et maintenant, je crois qu'il n'y a pas une école, que ce soit commerce, évidemment ingénieur, qui ne propose pas une spécialité data, IA, quelle qu'elle soit, ou un programme de base en première année, effectivement, de sensibilisation. Ok, ça très bien. Je voulais aussi, je vois finalement, on a parlé de beaucoup de choses. Tu as aussi une casquette, je pense qui t'est chère aussi au sein de Talent, c'est référente handicap. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Voilà, quels sont les enjeux aussi pour le cabinet et d'où ça vient ça en interne? Oui, alors effectivement, je me suis emparée du sujet handicap. Alors pour 2 raisons. La première, c'est que un jour, un manager m'appelle en me disant j'ai un client qui me demande d'avoir une partie de mes équipes sur ses projets qui soient dans la diversité et notamment en situation de handicap. C'était une condition pour qu'on travaille avec eux et c'est assez classique, on va dire, dans le monde du conseil.
En gros, la question, c'était recrute-moi des personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait. Bon, évidemment que ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Il y avait des choses qui existaient, enfin qui avaient été mises en place chez Talent, notamment une initiative que j'ai vue nulle part ailleurs, qui est une permanence handicap. Il y a une consultante une fois par semaine qui est présente dans nos locaux, qui est extérieure à Talent, hein, mais qui est dans nos locaux une fois par semaine pour accompagner les collaborateurs justement sur le sujet du handicap, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, hein, ou qu'ils soient manager d'une personne, ou qu'ils se posent des questions, ou qu'ils soient aidants. Donc, mais il y a cet espace en fait neutre en fait sur le sujet du handicap chez Talent. Donc il y avait ça qui existait, mais sinon la politique handicap n'avait pas forcément été beaucoup développée. Moi, j'avais pas tellement de prise en tant que directrice du recrutement. J'avais pas une légitimité pour dire on est une entreprise handi accueillante. Oui. C'était un peu de fait, mais j'avais pas suffisamment de matière. Donc j'ai compris que c'était important pour une partie de nos clients. On travaille avec de grandes entreprises et souvent ça peut même faire partie des contrats, hein, le fait de recruter certaines populations particulièrement pour aider justement à l'insertion professionnelle des gens qui sont soit éloignés de l'emploi, soit qui font partie de minorités. Donc c'est rentré par l'angle recrutement et je me suis vite rendu compte que le sujet, c'était pas tant un sujet de recrutement, qu'il suffisait pas de former mes recruteurs et d'être sur 2 job boards spécialisés, mais qu'il fallait qu'il y ait une vraie réalité dans l'entreprise. Manager aussi le handicap, par exemple, ou comment... Déjà, s'assurer que nos collaborateurs en situation de handicap invisible, notamment, se sentent suffisamment confortables et en sécurité aussi pour nous dire qu'ils l'étaient. Parce que ça commence aussi par ça. Moi, quand j'ai posé la question au RH, on m'a dit non, il n'y en a pas tellement, peut-être une dizaine, je ne sais pas. Enfin, on avait un très faible, ce qu'on appelle le taux d'emploi. On avait un très faible taux d'emploi. Alors qu'on sait que 80% des handicaps sont invisibles, donc en fait, il y en avait sûrement tout un tas, mais on ne le savait pas. Donc ça, c'était la première raison. Enfin, c'est ce qui a déclenché. Et l'autre raison, c'est que moi, chez Accenture, j'avais participé à un accord sur le handicap et j'avais trouvé ça passionnant. Il se trouve que moi, à titre personnel, je suis concernée parce que j'ai un de mes enfants qui est handicapé, qui a un lourd handicap intellectuel. Donc, je me mets assez facilement à la place des personnes handicapées ou des managers ou des aidants. Et donc, ça a facilité aussi mon appropriation du sujet. Donc voilà, j'avais l'expertise, il y avait un besoin chez Talent, moi ça me plaisait. Alors moi j'ai un trait de caractère qui d'ailleurs est un trait de caractère qui est propre à beaucoup de gens chez Talent. On en a d'ailleurs fait notre marque employeur, c'est la curiosité. Moi je suis très curieuse d'esprit, je m'intéresse à plein de sujets. Et donc voilà, ça, c'est parti d'un besoin et puis après ça m'a intéressée et je me suis lancée là-dedans et j'ai vu beaucoup de ponts entre le recrutement et la politique handicap et en fait je m'y retrouve assez bien. Ok, et puis tu me citais par exemple, une action concrète que vous menez sur ce terrain-là, laquelle serait-elle ? Alors on participe à un concours d'éloquence qui est formidable, qui s'appelle Le Grand Pitch, qui est organisé par une société spécialisée dans le handicap qui s'appelle Diverses Idées, c'est Diverses Idées et Pépite Emploi, hein, c'est 2 entreprises qui sont associées. Et donc Le Grand Pitch, c'est un concours d'éloquence qui est proposé à des personnes en situation de handicap. Et donc il y a 15 participants qui sont sélectionnés et qui sont accompagnés par Pépite Emploi, coachés pour prendre la parole sur leur handicap. Okay. Ça peut être des gens qui ont un handicap visible ou invisible, qui peuvent avoir des difficultés pour s'exprimer ou pas. Et le format qui est hyper intéressant, il se fait en plusieurs étapes, des ateliers d'écriture pour aider les participants à coucher sur le papier ce qu'ils ont envie de dire et comment ils ont envie de le dire. Et ensuite, pendant une semaine, il y a un format un peu type Starac. Et donc, ils partent en séminaire au vert pendant une semaine. Incroyable. Et là, ils pitchent ensemble, ils remodifient, ils vivent ensemble pendant une semaine. L'issue finale, c'est de tourner une vidéo de 2 minutes. Okay. Et dernière étape, c'est les votes. Donc vraiment, on est un peu comme dans une émission de télé-réalité, bon, sans la télé-réalité quand même. Mais donc ensuite, il y a des votes. Donc on vote dans les entreprises pour le meilleur pitch. Okay. Et on les récompense. Alors tout cela, évidemment, c'est à la fois une opportunité pour ces gens de s'équiper, on va dire, et au niveau de l'expression sur leur handicap et leur qualité de communication. C'est aussi une opportunité pour en parler, pour parler du handicap, pour mettre en scène des gens qui se seraient sûrement pas mis en scène et pour montrer que parfois on peut être en situation de handicap
dans des situations données et en fait l'être pas du tout dans d'autres, Ouais, tout à fait. et de dédramatiser aussi ce sujet-là. Je comprends que tu prennes plaisir en tout cas à travailler sur ce sujet-là. Ok, tout à fait. Très intéressant. On arrive un peu à la fin voilà, de cet épisode. Il y a quand même un sujet qu'on n'a pas abordé directement, mais qui pour moi était vraiment un must que je dois poser. Donc effectivement, ça fait quoi? Tu m'as dit tout à l'heure 28 ans que tu travailles dans le domaine du recrutement. Tu as dû en voir passer quand même des profils, des jeunes, voilà, des étudiants, des jeunes diplômés. Qu'est-ce qui, selon toi, a évolué chez ces jeunes talents là, voilà, qui sont en train de s'insérer sur le marché de l'emploi? Qu'est-ce qui a changé entre un jeune des années 2000 et celui des années 2025-2026 là? Alors, ce qui a changé, c'est que c'est des jeunes qui sont beaucoup plus mobiles. C'est-à-dire Ouais. qu'ils sont déjà partis à l'étranger en général, ils ont D'accord. déjà vu beaucoup de choses et donc ils sont mobiles, alors peut-être géographiquement, mais surtout intellectuellement parlant, ils sont beaucoup plus agiles, entre guillemets, ce qui n'était pas forcément le cas il y a peut-être une vingtaine d'années parce que bon, on pouvait partir à l'étranger pendant ses études, mais c'était quand même pas autant démocratisé. Ouais. Là, aujourd'hui, on a des jeunes qui n'ont pas peur, effectivement, de tout plaquer pour aller faire autre chose, à l'autre bout du monde ou à côté, hein, mais en tout C'est cas, vrai, tout à qui fait. sont beaucoup plus mobiles. Donc, effectivement, qui vont pas forcément travailler pendant 25 ans dans la même entreprise et qui vont être bougés beaucoup plus facilement. Ils aiment ça en fait, c'est ça. Oui, Le voilà, en mouvement, tout cas, ils n'ont pas peur. Je ouais. pense que c'est vraiment la particularité. Et puis, la deuxième particularité, c'est que c'est des jeunes qui savent de quelle vie ils ont envie. Ils savent qu'ils ont envie de travailler, d'avoir des jobs intéressants. Ils savent aussi qu'ils ont envie d'avoir du temps pour d'autres choses. Ok. Ils ont... Ceux qui arrivent là sur le marché du travail, hein, ils étaient quand même au lycée pendant le confinement. Donc, en fait, ils ont appris le télétravail hyper tôt. Ouais. Ils ont quand même passé leur bac en étant confinés, hein, faut pas oublier. Donc, pour eux, le télétravail est une opportunité et ils savent qu'on peut travailler dans plein de configurations différentes. C'est pas forcément toujours en phase avec les gens qui managent aujourd'hui dans les entreprises qui ont une culture beaucoup plus du tout à fait, ouais, présentiel. Donc clairement. des fois, ça peut être un petit peu conflictuel. Mais voilà, c'est des jeunes en tout cas qui se mettent pas de barrière, je pense, Ouais. par rapport au mode de travail. Et il faut en avoir conscience. Et puis le dernier point, mais ça je pense que c'est vrai pour toutes les générations de jeunes, à toutes les époques, c'est que c'est sûr que c'est des personnes qui s'approprient beaucoup plus rapidement les changements, et notamment technologiques. Ouais. Et ça, il faut l'accepter aussi. Moi, ce que je trouve formidable quand on intègre des gens qui sortent de l'école dans une équipe, c'est qu'elles vont être beaucoup plus rapides sur l'utilisation de telle ou telle D'accord. technologie. Et ça peut faire gagner du temps à plein de gens. Et ça, il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, c'est une belle opportunité. Ils vous bousculent, ils vous challengent un peu, ils se rebellent parfois. Vraie question que c'est parfois des clichés qui collent un petit peu à cette fameuse Gen Z. Ouais. Comment tu ressens toi un peu en interne? Non, alors j'irai pas jusqu'à parler de rébellion, Ouais, faut ouais, pas c'est fort comme exagérer. terme. En revanche, oui, challenger, effectivement, Ouais, je pense ouais. que c'est d'abord c'est un peu aussi ce qu'on attend d'eux, hein, dans le conseil notamment, parce que on a besoin de se renouveler beaucoup vis-à-vis de nos clients. Mais oui, enfin, c'est sûr que en tout cas ils n'ont pas peur d'apporter leur contribution, leur point de vue, leur manière de faire. Et de toute façon, ils ont leurs propres canaux pour échanger. Donc, ça, c'est quelque chose, quand j'étais chez Accenture, qu'on avait beaucoup étudié, justement, c'est est-ce qu'on impose des modes de travail, des canaux de communication aux jeunes? Ouais. Non, en fait, ou voire même des outils. De toute façon, on peut toujours leur imposer. C'est pas ça qui les empêchera d'utiliser ce qu'ils veulent utiliser. Donc, il vaut mieux en tenir compte, en fait. D'accord. Pour terminer cet échange, voilà, un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est si tu veux me parler vraiment concrètement de la culture d'entreprise chez Talent, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous différencie selon toi, voilà, par rapport à plusieurs cabinets qui pourraient s'offrir à nous en tant que jeunes étudiants, que jeunes diplômés. Voilà, qu'est-ce qui fait fondamentalement la singularité du cabinet, hormis le fait qu'on s'y sente bien, évidemment, parce que chaque cabinet nous répond. Voilà, si tu devais creuser un petit peu, Oui. qu'est-ce que toi tu dirais? Alors, chez Talent, la particularité, c'est qu'on a une culture très entrepreneuriale. D'accord. Ok. Donc, nos fondateurs ont monté leur boîte il y a 22 ou 23 ans. Ils étaient 3 au début. T3, c'est ça. Aujourd'hui, on est 7000. Mais ils ont vraiment réussi à maintenir cet état d'esprit entrepreneurial. Alors aussi parce qu'avec cette stratégie de croissance externe et de rachat d'entreprises, on a
aussi choisi à chaque fois des entreprises qui nous ressemblaient, qui avaient cet état d'esprit entrepreneurial. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Et même si aujourd'hui, on est 7000 et on commence à être une entreprise quand même d'une bonne taille, voilà, un profil qui va être au contraire très dans les process, qui va avoir besoin d'un chemin tout tracé, qu'on va avoir besoin d'un cadre, etc., va peut-être moins s'y sentir bien parce que dans une entreprise comme Talent, on laisse beaucoup plus de place justement à l'autonomie. Prise d'initiative. Voilà, exactement, à la prise d'initiative, c'est tout à fait ça. Donc la dimension entrepreneuriale est quand même très importante. Mais excuse-moi, comment ça se... C'est-à-dire, je ne peux pas entreprendre dans un cabinet de conseil. Comment ça se concrétise ? Si, on le fait. Alors, chez Talent, on a plein d'exemples. Alors, certainement que ça sera peut-être moins de la manière dont ça s'est fait jusqu'à maintenant. Plus on grossira et moins ça le sera. Mais si. Enfin, on a plein d'exemples. Talent aux États-Unis, c'est créé parce qu'un jour, il y a quelqu'un de Talent à Paris qui a dit moi, j'ai envie d'aller vivre aux États-Unis. Il est parti. Tiens, va ouvrir l'agence à New York. Il a ouvert l'agence à New York. Pareil à Bordeaux. Un autre exemple dans le conseil, moi quand je suis arrivée chez Talent, il y avait ce qu'on appelle un speedboat sur le conseil en technologie, et donc il y avait 2 associés qui maintenant travaillent dans l'entité consulting, mais qui avaient monté leur entreprise dans l'entreprise vraiment. D'accord. Et qui étaient complètement autonomes sur leur activité. Donc si, c'est complètement possible d'entreprendre. Là, quand on regarde le développement qu'on a dans le conseil en stratégie, c'est vraiment l'entrepreneuriat. En fait, certes, François Soubien vient de McKinsey, il connaît bien le conseil en strat, mais on a racheté Nova où ils sont 40 et où c'est une petite entreprise dans l'entreprise. Donc non, l'entrepreneuriat est vraiment présent. Et pour des gens qui n'ont jamais eu leur boîte ou qui n'ont jamais travaillé dans des petites entreprises, ça se manifeste différemment. Ça va se manifester effectivement par une prise d'initiative, par le fait d'être à l'aise avec un environnement très mouvant, parce qu'on est une entreprise qui évolue et qui se réinvente quand même beaucoup, et d'être à l'aise justement avec tous ces changements. Ça va très vite et on a à peine annoncé un changement que hop, il faut encore passer à autre chose. Donc c'est très dynamique comme environnement. Et puis l'autre aspect, je parlais du centre de recherche tout à l'heure, c'est notre approche de l'innovation. C'est-à-dire qu'on a décidé d'avoir une approche de l'innovation par la recherche, avec ce centre de recherche qui est vraiment au sein de l'entreprise. Ce n'est pas un showroom, un endroit isolé de l'entreprise qu'on fait visiter à des clients. C'est un centre, c'est des docteurs qui sont assis avec nous. Quand les consultants sont entre 2 missions, ils ont la possibilité de contribuer à ces projets de recherche. Donc ça, c'est passionnant parce que travailler avec un chercheur, c'est très particulier. Ils n'ont pas du tout... les études d'un chercheur, c'est pas du tout les mêmes études que quand on a fait une école d'ingénieur. Ils fouillent les sujets de fond en comble, c'est pas du tout la même approche. Donc, on a cette approche de l'innovation qui est hyper intéressante et qui aussi permet de bousculer les idées reçues. Et puis, le dernier point, quand même, c'est qu'on est quand même hyper sympa. On a une culture de la convivialité chez Talent qui est vraiment réelle. Alors, d'autant que le marché du conseil est un marché qui est très exigeant, très sérieux. Souvent, les consultants, c'est des gens qui sont en costume, tous habillés un peu pareil, qui vendent des prestations très chères. Donc, du coup, on est très on est dans la performance et dans le sérieux. Alors, chez Talent aussi, sauf que on est... alors, je ne sais pas si c'est notre culture entrepreneuriale ou bien si c'est la proximité que nos dirigeants ont su maintenir avec les équipes au fil des années, mais il y a cette chaleur humaine qui transparaît dès le processus de recrutement et dès qu'on met un pied chez Talent. Et où les gens sont souriants, accueillants, toujours prêts à aider. On n'est pas chacun dans notre silo, on est vraiment... on fait partie d'un collectif. Ok, très clair. Et on l'a matérialisé, on l'a formalisé à travers notre marque employeur qu'on a appelée Talent Curious Mind, parce que pour nous, la curiosité d'esprit, c'est un bon résumé de tout ça, du fait d'être très entrepreneur, curieux de l'autre, curieux des problématiques des clients, curieux de ses collaborateurs. D'aller chercher un peu plus sur les sujets, tout à fait. Ok, effectivement, on a parlé de Talent Curious Mind il y a quelques mois. Si tu as un message à faire passer, tu peux t'adresser directement à la caméra. Pour rappel, notre audience est composée essentiellement d'étudiants qui sont en gros sur le M1, M2, donc en fin de parcours
avec un pied dans l'entreprise déjà sur le marché du travail. Donc voilà, si tu as quelque chose à dire, c'est le moment. Alors, si j'ai quelque chose effectivement à dire à ces jeunes, c'est que si vous vous intéressez au conseil ou si vous vous posez la question de démarrer votre carrière dans le conseil, le mieux c'est effectivement de faire au moins un stage dans ce domaine, que ce soit pour rentrer chez Talent ou dans un autre cabinet, hein, c'est quand même ce qui aide en général pour intégrer un cabinet. Chez Talent, on va vous proposer des stages de fin d'études, hein, assez classiquement. Alors, en France, mais ça peut être également à l'international, même si le stage est moins... fonctionne pas exactement de la même manière qu'en France. Donc, en stage, en alternance. Donc en M1, M2 notamment. Et puis chez Talent, on vous propose également, dans la première année de votre école, quand vous avez un stage d'été à réaliser, on a un programme qui s'appelle le Summer Camp, où on peut vous proposer, alors on a 10 places, et donc on vous propose de participer au Summer Camp qui est organisé par Talent en Tunisie, qui est vraiment un fleuron de l'innovation, de la technologie et de la data chez Talent. Et donc, vous rejoignez une centaine d'étudiants en Tunisie pour travailler sur des problématiques d'avenir, découvrir le monde du conseil. Alors, très teinté technologie, mais comme je le disais tout à l'heure, la technologie fait partie du conseil. Donc voilà, là, on vient de démarrer, on vient de lancer, d'ouvrir les inscriptions pour le Summer Camp. Donc, allez sur notre site ou sur notre page LinkedIn Talent France et vous aurez toutes les informations pour déposer votre candidature. Merci beaucoup, merci Florence. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Si ce sujet vous a plu, je vous invite comme d'habitude à liker, commenter et à vous abonner bien sûr à la chaîne de Planning Grandes Écoles. Voilà, c'est vraiment vos soutiens au quotidien qui nous poussent à toujours avoir de nouveaux invités, de nouvelles entreprises, de nouveaux secteurs aussi. Voilà, tous aussi différents les uns que les autres. Merci encore et puis on se dit à bientôt sur Planning Grandes Écoles.